propos concernant Seydou sont un avant-premier. En réalité, je n'ai pas encore commencé à parler de ça. En introduction, je vais créer une jonction, on va dire une articulation entre le canon et l'idéologie de la race. Pourquoi parfois, malgré les libertés académiques, on a l'impression qu'on ne peut pas parler de tout. Et qu'il y a des sujets qui sont assez gênants, ou encore des sujets que certains corps au sein de l'université peuvent aborder sans qu'il n'y ait de friction. Est-ce que moi, en tant que femme africaine, quand j'entre au sein d'une université, je ne suis qu'une scientifique? C'est quoi la science en fait? C'est quoi la neutralité scientifique? Ce sont des questions que je me pose depuis un bon bout de temps. Et pourquoi les savoirs de mes ancêtres ne circulent pas ici? Pourquoi mes langues africaines ne circulent pas ici? Pourquoi il y a certaines langues que l'on choisit comme étant des langues de connaissance et donc des paradigmes de reconnaissance institutionnelle? Donc c'est vraiment ces questions-là que je voudrais aborder tout au long de nos échanges. Je disais donc que je partagerai le propos à partir du cas de Seydou, le teinturier, pour voir comment l'expertise intellectualiste émanant des milieux universitaires fait de ces présomptions sacro-saintes à la fois une garantie de culture, un argument d'autorité, un mécanisme de validation, un cadre de légitimation et un filtre d'exclusion en faveur d'une préséance dans le droit à la prise de parole sur des questions d'intérêt général qui concernent tout le monde, là où précisément chacun et chacune aurait son mot à dire. À ce propos, j'ai rencontré Seydou, le teinturier, dans un hub créatif à ciel ouvert, plus communément appelé village artisanal, à Grand Bassam. Grand Bassam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première capitale de Côte d'Ivoire, donc c'était la capitale coloniale. Donc c'était lors d'une excursion organisée dans le cadre d'un colloque scientifique qui s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en novembre dernier. Selon les normes d'excellence en vigueur pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, Seydou serait certainement ajourné, d'autant plus que dans un contexte où le français fait office de langue officielle, langue de travail, langue de scolarisation, par conséquent langue de transfert de connaissances, ses compétences linguistiques y seraient jugées insuffisantes. De plus, sa scolarisation dans le secteur des industries créatives ayant eu lieu en marge des canaux du système éducatif, il lui serait improbable d'attester de ses compétences dans son domaine. Pourtant, l'ensemble de ses collections rivalise d'ingéniosité les unes les autres pour ce vétéran des arts plastiques spécialisé dans la teinture naturaliste sur toile. Seydou pourrait donner des cours magistraux dans son domaine au sein des universités du design les plus prestigieuses au monde, mais Seydou n'a jamais donné de cours à l'université. Il vivote à la périphérie du savoir reconnu. Pourtant, dans la pratique, il a la pleine maîtrise de son processus créatif. Durant ou depuis mon séjour en Côte d'Ivoire, je pense à des millions de Seydous africains en mesure d'impulser considérablement le dialogue ou un dialogue décolonial des savoirs en Afrique dans plusieurs domaines. Le privilège qui m'échoit me permet de réparer une injustice épistémique à partir du cas pratique de Seydou, en inscrivant symboliquement sa contribution savante au cœur des débats en cours afin de rappeler que le racisme structurel sous la forme de l'épistémicide, ce n'est pas seulement le recours à la caricature et aux stéréotypes, encore moins uniquement l'appropriation des savoirs d'autrui en choisissant délibérément de brouiller les pistes. Dans le cas de Seydou, l'épistémicide est surtout le théâtre d'une exclusion délibérée, idéologiquement construite, à l'encontre de millions de profils frappés d'inéligibilité selon le prisme eurocentriste des instances de reconnaissance. Une perspective décoloniale en contexte africain permet de cartographier les métastases de l'injustice épistémique à l'origine, entre autres, de la brèche scientifique nord-sud en raison des préjugés de race, de sexe, de classe, au cœur même des dispositifs de reconnaissance. C'est pourquoi, au-delà d'une géopolitique du savoir, je parle aussi de son point culminant, le sacre de la reconnaissance faisant foi. Dès l'enfance, nous intériorisons par conditionnement que les circuits de reconnaissance institutionnelle associés au système éducatif seraient les garants d'un savoir à vocation universelle.
Par conséquent, tout savoir produit hors des canaux, les canaux officiels est renvoyé alternativement à la périphérie du dérisoire ou à la marge du superfétatoire, au nom d'un postulat discutable selon lequel tout savoir non validé par les instances de légitimation académique n'a qu'une valeur apocryphe. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, je réfléchis sur les mécanismes structurels qui frappent d'invisibilité les épistémologies structurelles minorées au sein du canon. Pour autant, j'invite à considérer subsidiairement que les débats scientifiques que nous allons avoir dans le cadre de ce colloque et dont l'épine dorsale traverse le tissu social ne sont pas que des objets d'étude. Au quotidien, ils scellent le sort de millions d'individus assignés à résidence dans des enclos géographiques d'où précisément leur discours, réduit en avatar d'objets d'étude, ne résonne essentiellement qu'à la voix passive et leurs contributions savantes ne sont alors reconnues qu'en arrière-plan dans le concert mondial du commerce international des idées. En octobre 2022, grâce à une bourse du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, j'ai eu l'opportunité, au cours d'un séjour scientifique au Canada, d'animer une série de conférences dans plusieurs universités, parmi lesquelles une conférence le 27 octobre à l'Université de l'Ontario français à Toronto sur francophonie et racisme structurel. Un autre jour, le jour suivant, à la librairie Le Gaulion à Montréal, sur le racisme intrafamilial dans le cadre d'une relation interraciale. Le sujet rappelle que l'intime est politique, par conséquent, l'amour n'est pas aveugle aux couleurs de peau. Au sein d'une société traversée par l'imaginaire colonial à rebours des héritages esclavocrates. Une semaine auparavant, la conférence du 20 octobre 2022 à l'Université d'Ottawa sur politique, pratique et théorie des féminismes et des cyberféminismes africains francophones fut l'objet idoine de proposer une exégèse des vagues du féminisme africain. 10 jours plus tard, la veille de mon retour à Dakar, le 31 octobre 2022, au Cerium, un laboratoire de l'Université de Montréal, je parlais de l'exilérance. Il s'agissait d'une conversation sur les frontières, la transnationalité et les corps qui ne sont rien. La conférence mettait en lumière la symétrie des mouvements migratoires à l'échelle des mobilités internationales. Le 12 octobre à l'UQAM, curieusement c'était un hasard, mais le 12 octobre, c'est aussi le 12 octobre 1492, à l'Université du Québec à Montréal, je suis intervenu dans un cours par l'entremise de l'IREF, l'Institut de recherche et d'études féministes. À cette occasion, j'animais une conférence intitulée « La négresse et l'avenir colonial du passé français ». Le titre fait référence à l'actualité sur le déboulonnage de statuts controversés dans l'espace public, notamment en France, la polémique sur le nom clivant du quartier Biarrot, la négresse. Au cours de la conférence portant sur la négresse, une auditrice me demanda comment redistribuer l'espace public pour faire émerger les voix dissidentes en guise de réparation vis-à-vis des collectifs sous silence que l'histoire a oubliés. Comme piste de solution, je proposais à mon interlocutrice un programme décolonial de désordre absolu, un concept que j'emprunte aux damnés de la terre de Frantz Fanon. Selon une perspective fanonienne, décoloniser, c'est-à-dire changer l'ordre idéologique du monde actuel, implique des bouleversements radicaux, si bien au niveau des fondements et du fonctionnement même de la structure qu'au niveau des objectifs connexes. Il s'agirait, pour ainsi dire, d'une mise en tension des récits où, au lieu de gommer les aspérités ou de chercher ou de rechercher un consensus à l'arraché, l'on ferait plutôt dialoguer aussi bien les paradoxes, les contradictions que les incongruités qui jalonnent les chapitres les plus sombres de notre histoire commune. À chacune des conférences, si haut mentionnées, malgré la flexibilité des libertés académiques, une ambiance lourde, morose, chargée d'un malaise diffus semblait flotter dans l'air à cause de l'éléphant dans la pièce. L'idéologie de la race traverse les rapports sociaux aussi bien entre relations interpersonnelles qu'au cœur du canon,
invitant à la circonlocution en guise d'échappatoire parce qu'il est embarrassant, en effet, de chercher un raisonnement logique à des syllogismes pseudo-scientifiques en survivance à nos jours dans l'inconscient collectif. L'expérience vécue au Canada n'est pas anodine. Elle permet à présent de faire le lien avec ma communication du jour, tout au long de laquelle j'inviterai à un exercice de mise en tension des récits sans fioriture. Plusieurs fois, nous aurons le droit de ne pas tout à fait comprendre, de ne pas nous sentir bien, d'être à l'étroit, la gorge nouée, la gêne aux tripes, mal à l'aise, perplexe, voire confus, à l'image des tensions sous-jacentes qui inhibent sans trêve nos modalités du regard, y compris au sein de l'académie. Pendant près de 20 ans, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur, suivant une historicité ou un historique à l'intersection de la petite et grande histoire. À l'époque, je ne faisais pas le lien entre les violences épistémicides et l'impact de leur somatisation sur la santé mentale des corps colonisés en milieu universitaire. En ce temps-là, je slalomais, inconsciente ou insouciante, entre déni, couardise et camouflage autodestructeur, en optant pour la procrastination à propos du débat sur le racisme structurel. Or, les problématiques soulevées sont l'apanage de la société entière. Nul ne peut, pour ainsi dire, échapper à un écosystème monde indissociable au sein duquel nous baignons toutes et tous. À l'époque, je pensais naïvement que la procrastination me mettrait à l'abri des écueils du racisme, convaincu qu'il s'agissait de cas isolés jusqu'au jour où, à l'issue d'expériences intrafamiliales fatidiques, je compris à mes dépens les conséquences des dimensions globales du racisme structurel en lien étroit avec mes axes de recherche. Je décidai alors de faire de mes écueils des objets d'étude, chemin faisant de m'affranchir de mes propres billets, animé en cela par un exercice d'autodéconstruction au fur et à mesure. En ce temps-là aussi, la neutralité scientifique faisait foi, immuable à mes yeux comme l'ordre inaltérable des choses, jusqu'au jour où des lieux communs me poussèrent à une analyse des tropes par effet de causalité entre la règle, la norme et le système. La norme, synonyme dans l'absolu de l'universel, s'entend ici comme un corps de prescription élevé au rang de standard, lesquels standards vont servir d'agents de régulation de l'ordre social, selon les desiderata du système en vigueur notamment, en rythmant les codes du ce qui va de soi et les règles d'usage de ce qui va sans dire au sein d'une communauté plus ou moins élargie. Au vu de ce qui précède, je choisis expressément de présenter ma communication en impliquant ma subjectivité au croisement du politique et du scientifique, consciente que tout savoir est situé, même si la rhétorique de l'impersonnel, d'usage au sein des discours scientifiques, s'impose en paravent de neutralité. L'auto-énonciation assumée relève ici d'une stratégie disruptive en faveur de la politisation des savoirs reconnus, étant donné que le sujet du discours que je suis, en tant que microcosme de la société, met en tension sa propre opérabilité au cœur même du narratif. Il peut sembler sceptique pour le grand public de considérer le monde universitaire comme un espace politique, dans la mesure où les filtres institutionnels de la neutralité sont traversés en filigrane par les multiples enjeux de pouvoir par rapport à la production des savoirs. En d'autres termes concrets, la production des savoirs est en arrière-plan un enjeu de pouvoir dans la mesure où les canaux de légitimation de l'académie s'assurent et rassurent l'hégémonie des récits canoniques au détriment d'autres relégués aux vestiges d'une archéologie fossilisée. À ce propos, 4 notions interdépendantes jouent ici un rôle central dans la politisation de l'académie par les chercheurs dissidents. 1. La mise en évidence de la positionnalité du chercheur ou de la chercheuse. 2. La mise en relief de son agentivité. 3. La réhabilitation du récit des corps autres. Et enfin et surtout, la provincialisation du savoir académique comme d'un savoir parmi tant d'autres, eu égard au biais inconscient de la neutralité scientifique que je propose de mettre en lumière tout au long de notre conversation. Certaines réticences
associe cette perspective intrasubjective à l'intersection du féminisme, de l'antiracisme et de plusieurs champs disciplinaires à de l'activisme académique, par rapport à leur vision acritique de la neutralité scientifique dans un cadre où précisément tout prisme engage le politique. Sur ce point, j'ai appris, pour ainsi dire, que les questions les plus simples n'ont pas nécessairement les réponses les plus évidentes. À titre illustratif, je me demande pêle-mêle, quitte à enfoncer les portes ouvertes, d'où parle le neutre des formules impersonnelles? Où suis-je dans le nous collectif? Où se trouve le centre et pourquoi? Qui peut parler au centre et comment? Quels sont les critères de légitimation des savoirs reconnus au sein de l'académie? Quelles sont les implications connotatives du terme science dans l'ordre géopolitique du monde? Par ailleurs, qu'est-ce que la neutralité en sciences? Que nous disent les normes scientifiques de ses propres billets inconscients ou conscients? Qu'est-ce qu'un travail scientifique de ce qui ne l'est pas? Comment construit-on un canon et son corpus? Quels sont les paradigmes de sélection d'une œuvre classique? À l'échelle d'une société, de quoi la norme est-elle le nom? Autrement dit, où se situe le méridien ou le kilomètre zéro servant de cadre de référence au curseur des paradigmes de sa normalité? Dans le langage courant, qu'est-ce que le prisme dominant veut dire et pour qui parle-t-il? Par ailleurs, quels sont les espaces et lieux de théorisation des savoirs académiques? Qu'est-ce qu'une violence épistémique ou encore une démarche épistémicide? Comment s'exerce-t-elle dans la pratique au sein de l'académie? Qu'est-ce que l'appropriation intellectuelle des savoirs d'autrui et comment opère-t-elle? Dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'une injustice épistémique? Et suffit-il pour la réparer de diffuser, autant que faire se peut, la pensée critique des collectifs minorés au sein des canaux qui accréditent la légitimité scientifique? À ce propos, quelles sont les langues de l'académie et pourquoi? Nos pratiques linguistiques de publication sont-elles anodines? À quelle source bibliométrique s'abreuvent les travaux qui circulent au sein de l'académie? D'où parlent les auteurs de ces sources? Pourquoi certaines épistémologies, théories et lieux d'énonciation ne circulent-elles presque pas au sein de l'académie? Qui efface-t-on inconsciemment du paysage de la pensée critique et pourquoi? D'usage dans nos travaux scientifiques, nous citons les auteurs selon la pertinence des idées ou par rapport au prestige de leur notoriété. Concrètement, à quelle pensée critique associons-nous nos travaux? Autrement dit, quelles sont nos influences intellectuelles? Quelles sont nos pratiques de citation académique en sciences sociales et dans d'autres disciplines? En somme, comment nos billets, inconscients ou pas, œuvrent-ils à la perpétuation des dynamiques de pouvoir dans la chaîne de reproduction des hiérarchies de savoir? On peut aussi se demander quelle est la place de l'Afrique dans le commerce international des idées. Dans le même sens, comment désoccidentaliser les logiques du prisme dominant au sein du canon africain sans désarticuler ses propres repères? À titre subsidiaire, je me demande qu'est-ce que la sémantique de l'exclusion dit de notre tropisme collectif lorsque nous utilisons indifféremment des épithètes labiles au contour flou comme normal, officiel, standard, classique, traditionnel, conventionnel, habituel, universel, logique, sans prendre la précaution de les mettre entre guillemets aux missions faites au lieu d'énonciation allusif. À titre personnel, je me demande si les catégories sociales qui traversent mon imaginaire et mon parcours de femme africaine transclasse, ayant brisé le plafond de verre des études universitaires, s'évaporent par dissociation programmatique aux portes de l'académie sans conflit d'intérêt. Autrement dit, quelles sont les dimensions de race, de classe et de genre qui imprègnent nos interactions au sein de l'académie? La dictature du temps chronophage faisant obstruction, je ne répondrai certainement pas ici et maintenant à toutes ces questions d'intérêt général, pour lesquelles en réalité j'invite à la réflexion dans nos pratiques de recherche au quotidien. La série d'interrogations non exhaustives que je viens d'énumérer invite à dresser un état des lieux des billets inconscients de la neutralité scientifique à partir du paralogisme des conjectures si caractéristiques de ce que je dénomme
le privilège de l'ignorance légitime, ou encore l'hypostase de l'ignorance légitime au regard des paradigmes d'exclusion du cadre de référence, étant donné que le prisme de la neutralité scientifique se fonde d'entrée de jeu sur la préemption des prérogatives de quelques discours au détriment de la mise en berne de millions d'autres, sur l'omnipotence d'une brochette d'acteurs au détriment de la censure de millions d'autres, sur la quintessence de quelques civilisations au détriment de l'évanescence de millions d'autres, sur le pédantisme snobinard du crypto-langage académique au détriment de la vulgarisation des discours autres, sur l'inertie du statu quo au détriment du bannissement des savoirs autres, sur l'inflation conceptuelle des théories jargonneuses au détriment de la pédagogie expérientielle de millions d'autres, sur l'exclusivité de quelques langues au détriment de l'exclusion irrévocable de millions d'autres. Or, il s'agit à l'origine de pratiques hégémoniques arrimées à un prisme civilisationnel ayant érigé ces langues en organes de traçabilité de la reconnaissance dans la chaîne de production des savoirs. Par conséquent, ne rien savoir de tout ce qui est produit dans les langues considérées d'office périphériques ou non identifiées comme des paradigmes de connaissance absoudrait d'emblée ceux et celles qui, du haut de leur condescendance, ignorent sélectivement tout ce qui en découle. En termes concrets, exclure une langue de l'académie participe de l'occultation des épistémologies inhérentes. À grande échelle, la perpétuation d'une telle oppression systémique a pour corollaire la consolidation d'un vide épistémique, comme qui parlerait d'un vide juridique, au sein de l'académie au péril du système de connaissances concerné. Cela implique l'invisibilité des collectifs légataires, en l'occurrence dépositaires du système de connaissances en question. À juste titre, cela me ramène ipso facto à ce que j'appelle l'invention de la périphérie. Ça veut dire qu'à partir d'un narratif autour de l'altérité comme mécanisme différenciateur, les invasions impérialistes ont eu besoin au préalable, grâce à un régime de violence institué, de périphériser des corps, des cultures et des savoirs situés géographiquement dans les territoires à coloniser. Dans le contexte colombien, cela fait écho à ce que l'universitaire afro-colombien Jason Acadio Menese Copete appelle el unisono del saber. Je vais le citer en français, je l'ai traduit parce que je pense qu'il y a des gens qui ne parlent peut-être pas espagnol ici. Il dit, je cite, « Durant des siècles durant, dans une large mesure, les institutions relevant du système éducatif ont reproduit des schémas épistémicides importés, dévalorisants, pseudo-scientifiques, reproduisant les inégalités, des canons ségrégationnistes, racistes, homophobes, sexistes, patriarcaux, classistes, régionalistes, etc. Par conséquent, les transformations structurelles au cœur du système éducatif doivent faire de la justice épistémique leur fer de lance, car face à des siècles de privilèges et de monopoles en faveur d'un écosystème fait de monoculture, de monolithisme, de monolinguisme, de bilinguisme hégémonique, de monoreligiosité, entre autres, les institutions doivent dorénavant ouvrir leurs portes au dialogue des savoirs, aux écologies du savoir, aux écologies linguistiques ainsi qu'aux accords de savoir. Fin de citation. En effet, en perspective avec les paramètres de la reconnaissance, le circuit habituel des réseaux du savoir s'établit à l'unisson du nord au nord. Selon le burin de la colonialité, il s'agit d'un circuit à huis clos qui réifie et valide la légitimité de ceux et celles qui seraient habilités à produire aussi bien sûr eux-mêmes que vis-à-vis des autres, des savoirs valablement reconnus comme tels, eu égard aux dynamiques de pouvoir en vigueur. Je pense concrètement à la sémantique des hiérarchies, où la connaissance fait implicitement allusion à l'université des hypothèses, selon le discours de la méthode cartésienne. En revanche, les savoirs sont conçus à partir de la particularité du cas, du lieu, du contexte, c'est-à-dire en fonction de la spécificité d'une expérience vécue hors du raisonnement eurocentriste, synonyme de démonstration scientifique, eu égard à la taxonomie du procédé et à la nomenclature des preuves ou des épreuves. Dans le cas d'espèce,
lorsque ces savoirs sont construits ou ces connaissances sont construites en marge de l'Occident, l'on parlera de savoirs expérientiels, de savoirs ancestraux, de savoirs endogènes, de savoirs locaux, systématiquement attribués à l'altérité pour souligner précisément la condition d'une infériorité épistémologique par rapport à la connaissance qui, elle, s'exprime au fronton de l'Académie en lettres capitales avec les privilèges dévolus au centre. Le privilège de l'ignorance légitime n'est pas qu'une vue de l'esprit, il a pignon sur rue aussi bien au sein des espaces de savoir que dans les interactions au quotidien. D'autant plus qu'il sert de quitus aux circonstances atténuantes et de caution aux mesures dérogatoires dont pourrait s'arroger un individu, ignorant la totalité des savoirs, des épistémologies, des informations parfois évidentes relevant du sud global. L'hypostase de l'ignorance légitime serait donc à la base la conséquence d'une géopolitique de la reconnaissance au sein d'un régime de privilèges et d'exclusion entre ce que le paradigme du centre considère utile ou au contraire ce qui lui semble futile en fonction de ses déshydratats. À l'exemple de tout ce qui découlerait du curriculum caché. Sur ce point, je pense à une réflexion de Lilian Thuram dans un de ses ouvrages intitulé « Mes étoiles noires », page 10, dans lequel il dit, je cite, « Imaginez un jeune homme blanc qui, durant sa scolarité, n'aurait jamais entendu parler de scientifiques blancs, ni de souverains, ni de révolutionnaires, ni de philosophes, ni d'artistes, ni d'écrivains de sa couleur. Un univers où tout ce qui est beau, profond, délicat, sensible, original, pur, bon, subtil et intelligent serait uniformément noir. Et où Dieu, l'être suprême, serait aussi un noir. Imaginez la tempête qui se soulève en lui. L'enfant se demanderait si une fois dans l'univers, un blanc a fait quelque chose de bien. Jusqu'à ce qu'un jour, programme scolaire oblige, on lui délivre enfin une information sur lui-même. Tes ancêtres étaient esclaves. Cette seule information, l'histoire présentée ainsi ne pourrait que l'inférioriser. Quel modèle pour son avenir? Quel regard sur lui-même? Fin de citation. Ces propos de Lilian Thuram nous rappellent qu'un programme scolaire relève de choix politiques. L'auteur nous informe par ricochet que ces choix ne sont pas sans conséquences chez l'apprenant, particulièrement en contexte multiculturel et ce, en termes d'estime de soi et d'auto-représentation, surtout lorsque les collectifs minorés n'y sont représentés que sous l'angle de la caricature, du cliché et ou du stéréotype. À ce propos, je citerai un fragment du roman « Le duel des grands-mères » publié en 2022 par Diadier Ndembele. À partir de références extra-littéraires, l'auteur propose une exégèse sur l'étatisation du système éducatif au Mali. Pour ce faire, il énumère les stratégies de francisation à l'œuvre en dialogue avec les pratiques punitives opérantes. Le récit est conduit à hauteur du regard d'un jeune écolier bamakois appelé Ahmed qui dit, je cite, « À la maison, tout le monde parle, Songhai, Peul, Bambara, Soninke, Sonufo, Dogon, Madinka, Tamashek, etc. Mais à l'école, personne n'a le choix. Il faut parler français. Si l'idée me vient aussi de jouer le finon, de mélanger le français avec mes langues que personne ne comprend, tout le monde se moque de moi. Et j'hérite du symbole, Walai Bilai. C'est un petit bout de bois carré, tellement magique, qu'il peut tout seul créer de la division et de la soustraction dans l'argent de mon goûter. Mais moi, je ne me laisse pas faire. S'il me tombe dessus le jeudi, je le terrasse le vendredi. S'il revient le lundi, je lui brise les jetons le mardi. Oh non, je ne vais pas me faire avoir aujourd'hui. Avant-hier, ce truand d'Adama dans Soko a glissé le symbole dans mon sac. Je n'avais même pas parlé en bambara. Je jure sur le plat de ma fée que ma langue n'avait prononcé aucun mot archaïque en classe. Fin de citation. Les politiques linguistiques en Afrique francophone
qui se pense aujourd'hui encore autour du français comme connecteur logique fédérateur, perpétue par défaut un discours qui puise aux sources d'un monolinguisme culturel à contre-courant d'un contexte africain plurilingue. Sur ce point, à titre indicatif, j'aime rappeler que le français est la langue commune qui nous sépare. Ahmed, le personnage intradiégétique du roman, met en lumière l'hétérogénéité des injonctions contradictoires au sein desquelles les écoliers africains sont socialisés, notamment la normalisation d'une scolarisation monolingue aux prises avec un contexte socio-culturel plurilingue. En illustrant cette réalité, le fragment du roman de Dadien Dembélé met en exergue les avatars d'une violence épistémique qui ne se limite pas qu'aux considérations purement fictives, fictionnelles ou narratologiques. Le symbole auquel le personnage narratif fait référence, ici en tant qu'élément extralittéraire, est un signe distinctif qui fit Flores, largement implémenté durant l'époque coloniale, ayant eu pour conséquence à ce jour l'intériorisation d'une identité par contrainte chez les corps colonisés. Au temps du symbole, tout élève africain pris en flagrant délit pour infraction à la règle d'usage l'arborait à contre-cœur sous forme de châtiment. La règle d'usage de l'époque interdisait de parler dans l'enceinte de l'établissement scolaire les langues africaines au profit de la langue officielle, le français, ici parangon de savoir et épitomé de transmission des connaissances. La survivance de cette pratique pourrait être l'un des catalyseurs post-traumatiques à charge de l'infériorisation intériorisée des langues africaines en Afrique, réduite à nos jours en dialecte ou patois, que l'on a parfois honte de parler dans l'espace public. Dans le roman de Dadien Dembélé, l'école française à Bamako représente non seulement le lieu de scolarisation, mais aussi le cadre d'intériorisation des injonctions sociales, à tel point que le système éducatif qu'il incarne ressemble manifestement à un espace punitif où par ailleurs le vouvoiement à l'égard du corps enseignant impose la déférence, le posternement, la subordination, l'obéissance, l'intransigeance et la soumission, si bien que les châtiments corporels infligés aux apprenants conduisent à un décrochage scolaire matérialisé sous la forme de l'école buissonnière. Cela pointe du doigt l'une des dérives du système éducatif, la légitimation d'un régime de violence au nom de la discipline. Il me reste combien de temps? C'est juste pour me faire une idée, parce que je sais que je ne respecterai pas ce temps-là. Moi, pour me préparer psychologiquement, ça serait bien que je le sache. 5 minutes. Bah, dis donc, vraiment, définitivement, je n'aurais pas grand-chose à dire. Alors, je voulais vous parler, ou vous proposer une perspective critique de ma vision en moi de la théorie décoloniale en contexte africain. Je vais essayer d'aller peut-être beaucoup plus vite. En prenant en compte l'hégémonie du discours occidental, notamment dans la production de la connaissance et la circulation des idées, l'on peut remarquer que l'inertie du modèle académique occidental, je l'appelle G7iste, parce qu'en réalité c'est le G7, et tous les pays qui vont avec, qui sont le modèle académique occidental, en vigueur, tentaculaire aux 4 coins du monde, accuse des limites évidentes à cause de l'obsolescence des asymétries inhibitrices selon lesquelles n'a caution scientifique que toute base théorique arrimée aux prétentions universalistes du cadre de référence. À présent, on peut se demander comment se construit un contre-canon à partir du non-être ou de l'être autre chose dans le but d'enrayer l'injustice épistémique. La réception et la mise en pratique d'une praxis décoloniale va au-delà de la déclaration d'une politique académique parée de bonnes intentions. En l'occurrence, un canon inchangé devra subir des transformations subséquentes matérialisées par une polyphonie de voix dissonantes ou une cohabitation de voix discordantes en faveur d'une pluralité de prismes à l'image du chaos monde, pour paraphraser Édouard Glissant. Pour ce faire, je pense ici aux travaux du Kenyan Buji Wationgo sur les politiques linguistiques en littérature africaine, notamment son invitation à décoloniser les esprits.
Je pense aussi aux réflexions rebelles de l'écrivain franco-camerounais Mongo Betty sur la francophonie. Je n'oublie pas les contributions du philosophe camerounais Jean-Marc Ella à propos des épistémologies africaines dans le champ de la rationalité scientifique. Je mentionnerai également le philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe et sa théorie sur la bibliothèque coloniale par rapport à l'invention de l'Afrique. Le penseur congolais soutient que la colonisation physique des espaces géographiques et des corps en Afrique s'accompagne aussi d'une colonisation épistémologique aujourd'hui comptable en partie de la déstructuration de la mentalité autochtone. Je citerai également les travaux du philosophe gabonais Bonaventure Mbeondo qui rappelle dans un ouvrage au titre évocateur qu'à chacun sa raison, raison occidentale et raison africaine. En s'inspirant des réflexions des chantres de la négritude, à savoir Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, Bonaventure propose un cadre théorique duquel le logocentrisme occidental et l'ontomythologie africaine peuvent se rencontrer afin de sortir des radicalismes pernicieux. À ce propos, le sociologue Joseph Tonda propose l'afro-dystopie, un néologisme à partir duquel il explore la vie dans le rêve d'autrui, une manière de penser les relations entre dominants et dominés à l'ère de l'impérialisme postcolonial. Je m'en voudrais de ne pas citer sur cette liste non exhaustive quelques penseuses africaines. À cet effet, je me souviens des contributions d'Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, par ailleurs altermondialiste, anticolonialiste et écoféministe, pour qui un autre monde est possible. Je voudrais aussi mentionner les travaux précurseurs de la sociologue sénégalaise Fatou Sow sur les questions féministes. En complément, je proposerai une lecture ou une relecture de La parole aux négresses, ouvrage de la théoricienne sénégalaise Awa Thiam, publié en 1978, qui a inscrit dans l'espace francophone africain et au sein de sa diaspora les premiers jalons d'une perspective intersectionnelle des luttes féministes bien avant la verbalisation de cette grille de lecture plus tard, en 1989, par la théoricienne Kimberley Williams Crenshaw. Dans le même élan, et je termine bientôt, je proposerai une lecture ou une relecture de l'ouvrage de la journaliste béninoise Géraldine Faladé, intitulé « Turbulente des Africaines en avance sur leur temps », publié en 2021. L'autrice elle-même, née en 1935, y rend hommage, selon ses mots, aux luttes féministes de la première heure à travers une vingtaine de profils, parmi lesquels Awa Keïta, par ailleurs initiatrice de la Journée internationale de la femme africaine et dont l'ouvrage, l'essai « Femmes d'Afrique, la vie d'Awa Keïta » racontée par elle-même propose une archéologie de sources intarissables sur les mouvements africains de la décolonisation en dialogue concomitant avec les défis des femmes africaines de l'époque. Dans le même ordre d'idées, je pense à la perspective théorique de la sociologue nigériane Oyeronke Oyewumi dans son ouvrage The Invention of Women. La publication de l'ouvrage, la traduction n'est pas encore effective en français, mais j'ai eu l'occasion de lire la version traduite en espagnol. Et dans cet ouvrage-là, L'invention des femmes, elle analyse comment l'inféodation des bases épistémologiques africaines à l'universalisation des théories occidentales sur le genrisme a profondément transformé les rapports sociaux de sexe en pays Yoruba, qui est son objet d'étude. La sociologue nigériane y voit l'origine du processus de patriarcalisation de la cosmologie Yoruba à la faveur d'une genrisation de la langue selon ses sources à l'issue du choc civilisationnel des cultures Yoruba avec l'Empire britannique. L'ouvrage interroge donc l'héritage colonial du genre en pays Yoruba en dialogue étroit avec les biais inconscients du féminisme blanc, en rappelant que la dépatriarcalisation est indissociable de la décolonisation. À partir des travaux de la sociologue nigériane, l'on pourrait proposer par exemple une exégèse de l'historicité du genre en Afrique, en s'interrogeant plus amplement sur l'héritage colonial du genre en contexte francophone par exemple,
étant donné qu'à la différence de plusieurs langues africaines comme le Fan, le Wolof, le Ponou et le Yoruba, pour ne citer que ces langues-là, le français renferme les billets de genre. Et je termine. Je ferme donc cette énumération inépuisable d'influences théoriques en mettant en lumière ce que je nomme les pratiques à charge du féminisme des invisibles. Ce n'est pas tant que dans certaines régions du monde, il n'y a pas de féminisme, c'est juste que les pratiques sont différentes et que tout le monde n'a pas vocation à les consigner dans un livre, dans le sens eurocentrique du terme. Il s'agit en l'occurrence, et je me parler de ce cas-là, de la nudité politique des femmes africaines du troisième âge, souvent incomprise de nos jours. Or, selon les codes communicationnels endogènes, l'acte subversif relève d'un discours performatif où la corporalité insurrectionnelle prend la forme d'une scène ouverte en tant que lieu énonciatif par défaut afin d'interpeller l'opinion publique. En tant que membre actif de la société civile, après avoir épuisé en vain les voies de communication traditionnelles, ces actrices circonstancielles tissent par cet acte a priori nudiste un discours contestataire afin d'inscrire leur voix en lettres capitales dans le sillage d'un agenda politique en contexte patriarcal où leur parole n'est pas d'usage écoutée. Le déferlement de cette nudité collectivement politisée par les femmes africaines du troisième âge d'un pays à un autre, parfois sans concertation à l'échelle continentale, fait certainement sens à nos jours à l'idée d'une survivance d'anciennes pratiques de résistance au cœur des manifestations d'ordre politique où, confrontées à la symétrie des rapports de pouvoir en ultime recours, les femmes vont alternativement faire de leur nudité, aussi bien dans l'espace privé que public, un moyen de pression, de persuasion et de contrainte pour avoir gain de cause. À toutes ces femmes africaines qui se sont battues depuis la nuit des temps en politisant leur corps, une façon procréative et audacieuse de s'affranchir de la censure afin de faire entendre leur voix, je dois ma reconnaissance au moment où, à mon tour, j'ai décidé moi aussi de politiser ma production scientifique et mes cours grâce aux privilèges légitimes que m'autorise mon lieu d'énonciation, l'enseignement. Je parle de ce pouvoir canonique, et je termine, que nous, enseignants-chercheurs, avons sous la tutelle du système éducatif, de pratiquer la maïeutique en faisant accoucher les esprits de leurs connaissances, non sans intrusion subliminale auprès de chaque apprenant à travers le dispositif des canons, des corpus et des syllabus. Sur ce point, je pense à la pédagogie de la transgression du critique brésilien Paulo Freire, en faveur d'une éducation à la fois comme pratique de liberté et praxis d'un engagement politique. Paulo rappelle qu'enseigner n'est pas qu'un transfert mécanique de connaissances. Enseigner nécessite avant tout de comprendre que l'éducation est une forme d'intervention sur le monde des apprenants et donc de reconnaître que le prisme du canon est foncièrement idéologique. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le temps de la discussion. Je vais profiter un peu de ma position hégémonique ici pour peut-être commencer par la question, puis ensuite l'intérêt, l'idée est que la salle participe, que ce soit un échange. Alors, oui, les collègues qui sont les assistants en ligne peuvent aussi participer, prendre la parole. Hein, moi, je le donnerai au cas échéant. En tout cas, j'aurais donné à toutes et tous un droit à la parole. Alors, vraiment, il y a énormément de fils et d'axes à développer et à interroger à partir de ta présentation. Moi-même est sur un sujet qui moi-même m'intéresse beaucoup. Alors j'ai produit il y a quelques années un article qui s'intitulait justement le leurre de la neutralité scientifique, hein, pour et en l'occurrence à partir de là te dire qu'est-ce que c'est que cette science, enfin si la science et nous en tant que scientifiques c'est pas aussi une position, hein, de pouvoir et de privilège, pour interroger.
Deux idées me viennent et à partir de là, alors tu prends l'une ou l'autre, mais un petit peu de... Et vers la fin, je pense que tu as répondu à ma première question. Alors ma première question portait sur ces stratégies, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement on va passer sur est-ce que c'est cette épistémicide sur les questions de comment on est pris dans cette colonialité du savoir dans le champ académique. Donc à partir de là, c'est plus quelle stratégie de lutte, et donc tu as fini dans ta présentation à parler de dire comment ta production aujourd'hui ou ton action dans l'académie est une action politique. Et donc sur ces stratégies de lutte, et effectivement, moi je me posais la question, mais tu as un petit peu répondu en réalité vers la fin avec toutes les citations, comment nos références, qui sont des références blanches, eh bien on peut inverser, effectivement, je travaille un peu comme toi, à laisser de côté ce qui est disons, la partie connue ou qu'on attendrait des références bibliographiques et visibiliser davantage celles qui ne le sont pas et surtout celles qui sont absolument inconnues, méconnues, invisibilisées complètement dans les références bibliographiques. Dans l'écriture aussi. Alors dans l'écriture, parce que comme tu le disais, est-ce que nos formes d'écriture, d'écrit, de discours ont ce biais en fait, d'imposition et nos langues, surtout les langues, et j'y reviendrai, c'est le deuxième axe, c'est la question des langues. Alors ma question porte plus sur comment on est aussi dans une position de contradiction et de tension et que c'est une question politique. Alors je m'explique clairement. Les références bibliographiques, on peut aujourd'hui, peut-être nous, et c'est très bien qu'on les présente, qu'on les cite dans nos travaux. Nous sommes des chercheuses déjà, moi qui sommes, déjà nous avons un poste par exemple. C'est ça que je voulais dire, c'est les contradictions, c'est-à-dire comment notre position de pouvoir aussi nous permet de faire ça, parce que ce que tout le monde peut, je pense aux étudiants auxquels dans des jurys de master ou de thèse, on va leur reprocher. Et donc c'est comment aussi on va pouvoir, ou pour des postes, pour une production lorsqu'on n'a pas encore, on est contractuel, chargé de cours, donc on est obligé, et que donc même si on voudrait, parfois on est contraint, et nous-mêmes, peut-être notre position de pouvoir fait que maintenant on peut le faire, en tout cas. La même chose pour l'écriture. Alors pour les non-francophones, en France par exemple, je sais que d'expérience, ça aussi, la question de l'écrit, même écrire en écriture, par exemple, inclusive, et extrêmement compliqué, on peut pas. Mais même par exemple, je pense à la question de la réforme orthographe. Personnellement, une fois que j'ai découvert, j'ai adopté cette question de mettre des accents circonflexes par exemple partout, pourquoi le faire, et donc choisir de mettre un point, et bien systématiquement, moi, des retours de correction d'articles, j'ai la correction de l'accent de oignon avec un i, et voilà. Donc et parce que notre position de racisée fait qu'on se dit, c'est qu'elle ne sait pas écrire ou qu'elle ne peut pas écrire le français, on n'écrit pas correctement le français, donc on est aussi, moi je me suis trouvée souvent, ou je me trouve encore sur cette ligne-là, de me dire, je sais qu'on va plus corriger mon français à partir du moment où on verra mon nom, où on saura, que c'est pas alors même que ça peut être un choix de, par exemple, passer par une phrase qui se comprend mais un peu hispanisante, et moi c'est l'espagnol. Donc cette question-là, comment on se retrouve, et je voulais t'interroger sur ça, et la question de la langue, deuxième, et je ne vais pas trop tarder sur la question de la langue, parce que ce que tu dis c'est très fort et très important, et ça m'amène souvent à dire, quelque part c'est une chance. Alors pour reprendre l'écrivaine c'est Cartaracci, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Non, merci. En fait, je prends jamais la topographie. J'aime bien le goût, mais. C'est parasite. Le micro. J'écris en espagnol. L'autre langue, c'est l'espagnol. Pour moi, c'est une langue coloniale. Les autres langues, les langues autochtones, c'est
plus des langues, enfin je les ai perdues, et même si j'apprends et même si j'essaie de m'y mettre, c'est pas spontané. Et donc je venais toujours sur ça, je viens souvent sur cette chance, enfin de pouvoir encore chance, et en même temps être dans la difficulté aussi de comment faire pour les remettre, enfin est-ce qu'on doit les remettre dans le circuit, dans le champ académique, est-ce que c'est pour les protéger? Parce que là, c'est de l'expérience d'Abiayal. Nous, on a perdu. En fait, et c'est difficile de récupérer, c'est difficile de faire ce retour en arrière et de reprendre ces langues. Et quand tu parles des langues africaines, des langues autochtones, comment faire ça? Enfin, comment tu fais? Voilà, sur ces deux points, si tu voulais réagir ou un sur les deux. Alors, on va faire question-réponse, non? Peut-être on voit s'il y a d'autres questions qui veulent. Mais est-ce que vous pourrez tout prendre? Je pense que je vais d'abord vous répondre. Ouais. Alors, la question des langues. Au début de ma carrière, c'est pourquoi je parlais du syndrome de l'imposteur en fait. C'est qu'on a l'impression d'avoir toujours besoin de reconnaissance de la part de l'institution qui dit qu'elle représente les paradigmes de savoir. Il y a un an, j'ai publié un article, mais dont le travail de base était une traduction en réalité. Cela veut dire que les éléments que j'avais à m'apporter étaient des références, des supports audio en langue fon, et il fallait que je fasse un article pour qu'une personne qui est à Paris comprenne ce que j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est très violent comme exercice. Parce qu'en fait, lorsque vous soumettez un article à une personne qui ne sait pas que nous vivons dans des pays en traduction, en réalité, nous vivons en traduction permanente. Quand on entre dans l'académie, on nous fait croire qu'on doit oublier nos langues et on doit parler comme des gens qui ne parlent que français ou anglais, mais c'est pas possible. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans l'introduction de ce travail-là, j'ai expliqué à ceux qui allaient me lire, dont aux évaluateurs, ce que cela suppose pour moi comme exercice de traduction, de faire ce que vous allez lire. Pour qu'ils comprennent aussi que c'est une difficulté et qu'on ne doit pas faire comme si c'était si simple. Et aussi rappeler que moi, quand je fais un article, avant je voulais peut-être le faire pour être dans le français académique le plus académique qui fut, mais je n'ai plus envie de parler un français académique où il n'y a pas de trace de qui je suis. Je pense que lorsque je propose un article, je ne suis pas en train de créer une sorte de langue ségrégationniste ou une langue ségrégationnée. Mais ce que je voudrais, c'est que l'on se dise, je m'appelle Dom et elle parle un français riche et enrichi. Et ce français-là a créé des fusions en Afrique. Et je n'ai pas à parler au sein de l'académie une langue prétendument neutre, parce que cette neutralité est construite en fait. C'est ça la question ici. C'est que moi j'ai besoin d'être publié dans des revues en guillemets internationales, mais ces revues nient qui je suis, parce qu'elles m'imposent un français fictif qui n'est pas vrai. Parce que lorsqu'on parle de la langue française dans le monde, et que l'on se gargarise du nombre de locuteurs dans le monde, nous sommes comptabilisés comme étant des gens qui sont le futur de la langue française. À ce moment-là, parce que c'est politiquement intéressant de dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. Mais pourquoi, au sein de l'académie, cette diversité linguistique du français n'est pas reconnue? C'est là la question. Et c'est important qu'au centre, on se pose ces questions-là. Et donc, la question de la langue, c'est qu'il y a des moments où, quand je fais un article où je sais que les gens qui vont me lire n'ont aucune idée de ce que c'est, je fais beaucoup et je converge finalement avec les notes de bas de page. Pour moi, les notes sont importantes parce que cela permet de situer le contexte de celui qui ne sait pas de quoi il est question. Je me souviens d'une anecdote lorsque j'ai défendu ma thèse, justement en 2012, c'était en espagnol, à Madrid. Mais on a littéralement, le jury et moi, c'était une bataille. Parce qu'en fait, les membres du jury m'ont dit, mais si tu ne voulais pas faire une thèse, pourquoi tu as choisi d'écrire une thèse? Et ils ne comprenaient pas en fait que l'inertie de la neutralité scientifique, on doit la remettre en cause en fait. Parce qu'il y a tellement de savoir que l'on doit faire entrer ces savoirs au sein de l'académie. Et ce changement-là suppose des reformulations même de la part
de ceux qui sont considérés comme des références. Quand je parle de l'ignorance légitime, mais c'est aussi cette sensation que moi, je dois toujours faire l'effort de tout savoir du centre. Je dois tout savoir sur ce qui se passe à Paris. Mais en fait, un Parisien, il n'a pas à savoir ce qui se passe dans mon village. Et ce que lui ne sait pas de mon village n'est pas considéré comme de l'ignorance. Mais ce que j'ignore de lui est considéré comme de l'ignorance. Pourquoi, en fait? Et c'est ça la justice épistémique dont on parle. On doit pouvoir parler de ces questions-là. Nous, en tant que sujet de la périphérie, nous devons problématiser ça au cœur de l'académie. Parce que nous avons le privilège d'être ici. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu être là. Parfois pour des questions même de visa. Mais les disparités scientifiques sont évidentes. Pour venir à un colloque, même pour qu'on puisse échanger ensemble, il y a des gens qui ne pourront pas se déplacer parce que géographiquement, leur mobilité est assujettie aux lois migratoires qui sont uniques et qui ne permettent pas que je puisse venir ici pour échanger avec vous. Ce sont des questions que je pense que nous devons de plus en plus problématiser et que souvent nous taisons parce que c'est gênant d'en parler. Et nous devons parler de cette gêne-là au sein de l'académie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui. Madame Odom, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est quoi votre prénom? Odom. Oh, d'accord. Voilà. Frédéric, de l'Université des Antilles. D'accord. Alors, deux options. Vous cannibalisez le centre ou vous métropolisez la périphérie. C'est bien simple. Ou du moins, c'est très compliqué. Parce que la position de l'académique, du chercheur, comme vous dites, est soit d'être dans la marge et malheureux, ou d'être central et malheureux quand même. Bon. Dans un cas comme de l'autre, il faut choisir son malheur. Et de deux mots, choisir le moindre. J'ajoute à ça l'intersectionnalité parce que c'est encore plus difficile pour une femme chercheuse noire d'arriver au centre. Voilà, on va pas prendre les statistiques pour voir combien de maîtres de conférences femmes sur le ratio, mais ça a été fait en France déjà, mais en plus vous rajoutez ça à l'ethnicité, ça devient hyper compliqué. Maboula Soubaro, bon. Alors, mais moi je voulais revenir à cette question-là, qui est très 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 importante et qui fait le lien entre vous deux, mesdames, c'est la question de la langue. Quand on ingère une langue, on ingère aussi ses épistémes, on ingère aussi ses points de vue, on ingère aussi ses praxis. Ce qui fait que la position est celle de funambule qui doit avoir un pied dans une langue pour avoir l'autorité scientifique et la reconnaissance qui va avec, et un pied dans l'autre langue pour se renativiser alors qu'on est déjà à 95% de notre côté en train de devenir finalement global. Bon. Nous, on a la même question à l'Université des Antilles, puisque on a des études en créole. Voilà. Et le créole, comme vous savez, Clara, hein, c'est dur, hein? Compliqué, hein? Comment on fait? Bon. Parce qu'il y a le centre qui vous dit, oui, mais bon, c'est quoi ça? Et puis il y a une agrégation de créole en même temps, hein? Mais en même temps, on n'a pas le droit de faire le double affichage. Vous voyez? Donc, on voudrait afficher en deux langues. Pourquoi pas enseigner en deux langues? Et puis, comme moi, j'ai des racines amérindiennes, réinstaller le Lokono, qui est en train de mourir, et qui est notre langue première, qui est la marque de la fusion de l'hybridité. La créolité première, c'est la rencontre avec le Lokono, qui est passé dans Mabouya, dans etc., tous ces mots de la langue, qui sont là dans le créole, qui nous rappellent qu'on a ces racines-là. Je ne sais pas s'il faudrait un autre colloque. Parce que c'est une question tellement immense, mais je redis encore, soit vous cannibalisez le centre, ou vous faites le centre s'auto-cannibaliser, pour qu'il ne puisse plus manger, soit vous continuez, vous prenez le champ, donc comme Boudjiniak ou Ationgo, vous serez indigeste,
on va vous marginaliser, parce qu'il faut de toute façon qu'on vous assimile, ou alors vous métropolisez la périphérie. Et ça, je pense que c'est peut-être plus héroïque. La question, en fait, ce votre contribution est tellement fondamentale et pertinente. La question, en fait, c'est... Moi, je parle à partir du Sénégal, donc à partir de l'Université Cheikh Anta Diop, qui est quand même une référence au sein des universités en Afrique. Et ma question, lorsque je la problématise, c'est comment on peut faire en sorte de faire science à partir du continent africain sans dépendre du centre. C'est là la question, en fait. C'est là la priorité. Parce que de façon numérique, donc démographique, si le pouvoir était évalué en termes de démographie, on serait normal dans le centre. Mais la réalité, c'est que le pouvoir, il est politique et il a d'autres implications. Donc, c'est là toute la question. La volonté de faire prendre conscience à ceux qui sont sur le continent que qui nous sommes, le nombre démographique que nous représentons devrait être fondu ou transformé en pouvoir d'agir au centre. Pas au centre parisien ni au centre occidental, mais créer nos centres à nous. C'est ça, réfléchir sur qu'est-ce que la science dans nos pays? Quels sont les critères que l'on pourrait mettre à contribution? Parce que justement, lorsque j'ai mis la petite vidéo initiale, ça ne se passe pas à Paris, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, la plupart des jeunes qui sont formés dans nos universités ont des références exogènes. Et c'est une aliénation brutale. Cela veut dire que lorsqu'ils entrent à l'université, ils doivent s'oublier et ils doivent ingurgiter des références qui n'ont peut-être parfois pas de réalité avec leur environnement immédiat. C'est ça l'aliénation intellectuelle en fait. Donc, la plupart de ces personnes qui sont diplômées ont un bout de papier qui atteste une présomption de savoir, mais ils sont incapables de la moindre initiative parce que on leur a fait croire que s'éloigner de l'Afrique leur donnerait justement le quitus de reconnaissance. Alors que, en fait, l'Afrique est dans le temps du monde. Et donc, si on combine les savoirs de ce monsieur-là et les savoirs hérités du système colonial qui vont peut-être être difficiles à détruire, cela permettrait que ces personnes aient plusieurs éléments de référence afin que lorsqu'ils sortent de là, ils sachent en fait que la neutralité scientifique ou encore l'académie est un savoir parmi tant d'autres. C'est ça la question ici. Pourquoi un jeune diplômé qui a eu 18 de moyenne en soutenance n'est pas capable de la moindre initiative? C'est quand même problématique. C'est parce qu'il y a des savoirs que l'on a ignorés de lui. Parce qu'il ne sait pas en fait que ce qu'il a appris obéit à un canevas et qu'il y a d'autres savoirs possibles. C'est là, on doit assumer ce savoir, on va dire, bicéphale, parce que nous sommes des peuples aujourd'hui qui avons des références éclectiques. Et on doit tenir compte de ça. Moi, je parle à partir de l'Afrique. Il m'importe que les penseurs africains, que les canons africains tiennent compte de ces savoirs et qu'on fasse entrer ces gens-là dans l'académie. C'est ça le cœur du débat, en fait. Voilà. Et justement, le fait que je pense comme ça, il y a aussi d'autres qui, comme moi, pensent comme ça. Et on est en train de construire des choses au-delà de ceux qui sont dans l'inertie ambiante et qui se contentent simplement d'avoir des grades académiques, d'être professeurs titulaires de tout ce qu'ils veulent, mais qui ne sont pas capables de créer une émulation. Parce que pour moi, donner un cours dans une université africaine, c'est quand même parler à la jeunesse africaine. Et donc c'est politique. C'est ça en fait le cœur de mon intervention. Et j'avoue que depuis que je suis enseignante à l'UQAD, je n'aurais pas eu une conscience de certaines choses si j'avais été dans une université américaine. J'aurais été complètement détachée du continent et j'aurais continué de penser que c'était neutre de faire de la science. Mais aujourd'hui, je suis consciente parce que les contenus que je donne, même lorsque je dois choisir un ouvrage, par exemple, je dois savoir qui sont les personnages, comment sont-ils représentés, qui parle au nom d'eux. C'est vraiment politique, en fait. Donc, au-delà du fait qu'après, on va aller analyser les questions narratologiques, esthétiques, il me tient à cœur de savoir qui parle, de quoi parle-t-on,
comment on en parle et qui sont les protagonistes. Parce que je sais que c'est politique. Voilà. Alors peut-être là, on va faire une petite ronde s'il y a des questions, y compris celle pour qu'on puisse... C'est ça. C'est sûr. Merci, c'était super intéressant, je trouve. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, revenir au film du début et à ce que vous avez dit sur la nudité des femmes, des femmes en cas de crise. Dans le film du début, vous n'avez pas insisté dessus, mais quand vous posez la question à Seydou, d'où vient son savoir, la première chose qu'il dit, c'est que ça vient de ma grand-mère, via ma mère. Et après, il dit oui, j'ai été créatif, j'aime jouer, etc. Mais en fait, la filiation épistémologique, elle est tout de suite féminine. Et quand à la fin, vous avez parlé de la nudité des femmes, des vieilles femmes, et c'est un phénomène très, très fort quand il y a une crise au sein d'une société et que l'élite n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a des femmes qui manifestent toutes nues. Et là, en fait, c'est un signal pour dire, en général, aux hommes qui tiennent le pouvoir d'arrêter. Et en fait, il y a une chanson aussi qui est la chanson du Wassoulou, qui était l'hymne de Soundiata Keïta, pardon, l'hymne de Samori Touré, et qui dit en gros, si tu n'es plus capable de défendre le royaume, donne le pouvoir aux femmes. Donc, quand on est en temps de crise et qu'on n'y arrive pas, il faut que les femmes maintenant doivent prendre le relais parce que, en gros, l'incapacité des hommes. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur le rôle, en fait, épistémologique des femmes dans les sociétés africaines. Après, peut-être on va prendre d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, moi je pense que ma question va s'inscrire dans le prolongement de ce que les collègues ont déjà soulevé. C'est la question du cas de Seydou, qui est vraiment emblématique des paradoxes des coloniales, je dirais même des processus d'africanisation. On voit un Seydou qui a un savoir, mais son savoir ne s'inscrit pas à l'académie, parce qu'il n'a pas de diplôme. Et là, ça pose un autre problème. Là, on sort de la dialectique Occident-Afrique. On est à l'intérieur, en fait. Et l'une des difficulté des études africaines, c'est de se poser des questions, de voir est-ce que cette connaissance en fait, reflète quelque chose qui est le quotidien de nos populations. Et je pense que le savoir de Seydou, parmi tant d'autres, pourrait permettre d'aller vers ce qu'on appelle la désacadémisation, c'est-à-dire que de sortir de ce tour d'ivoire-là où nous sommes entre universitaires spécialistes, on se pose des questions, on fait des colloques, on remplit nos CV, on avance dans nos échelons. Ça fait des années que je me pose des questions là. En tant qu'universitaire, je n'ai pas trop d'expérience, mais parfois je me dis à quoi sert ma recherche quand je vois les inégalités. Je vis aux Antilles, où j'ai ouvert les yeux quand même sur pas mal de choses. J'ai lu François Hollande avant d'aller aux Antilles, mais c'est véritablement aux Antilles que j'ai vu c'est quoi la pensée faminienne. C'est-à-dire que les exemples, on le voit au quotidien. C'est-à-dire que les questionnements sont réels. On sort du cadre de la théorie, on voit la pratique. Et donc, j'essaie aussi de questionner la société sénégalaise, même à distance. Je n'ai pas tous les clés, mais je sais que ces mêmes questionnements peuvent se poser dans ce contexte-là. Et la vidéo de Seydou est vraiment quelque chose qui peut servir de point de départ pour amorcer une réflexion dans ce sens-là. Juste pour revenir, il y a aussi le système des récompenses. Puisque cher vient d'en parler. On dit on remplit son CV, donc on progresse, on avance en échelon, et donc quelque part il y a la complicité, on connaît ça, hein, le directeur de thèse, il faut l'avoir à la bonne, sinon ben voilà, il te met, tu seras pas dans ce réseau, tu auras pas de poste. Bon, bref, c'est un secret de polichinelle. Mais ça, le système des récompenses. Si on ne change pas le système des récompenses, comment est-ce qu'on va changer le regard sur l'axiologie du savoir? Ce qui a de la valeur, eh bien, est valorisé. Et l'effort est récompensé. Et tout cela, ça passe par le système des récompenses. Si le système des récompenses demeure le même, les mêmes effets produiront, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On t'aura beau parler, dire ci et ça, oui, mais il n'y a qu'à, pragmatique,
il y a un poste à la clé, oui, très bien. Tu as un poste, toi? Bon, alors, donc, je dis ça, hein, je dis rien. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur le chat ou pas? Apparemment pas. D'accord, bon, bah alors. Mais je répète à nouveau pour les collègues qui sont les amis en ligne, surtout n'hésitez pas à intervenir. Lorsque j'ai pris l'exemple de la nudité des femmes africaines, je voulais surtout rappeler en fait que lorsque l'on parle des questions féministes en Europe, cela donne l'impression que comme on n'a en guillemets rien produit en termes d'écrit, il n'y aurait donc pas une existence de pratique de résistance des femmes africaines, parce qu'elles sont souvent dépeintes comme des femmes soumises qui ne connaissent pas leurs droits et à qui on doit aller apprendre des choses. Et justement, la puissance de cet acte traduit justement que le corps est un discours. Et que là, c'est un message fort qui est envoyé. Et ces personnes qui n'ont certainement pas lu Simone de Beauvoir, n'ont pas lu les grandes théoriciennes du féminisme, elles savent à quel moment se défendre, en fait. C'est là toute la question. Et donc, peut-être que c'est par déformation aussi de chercheuse que je suis en train de regarder ces pratiques de résistance pour les consigner en guillemets au sein de l'académie. Mais ma préoccupation, la vraie, ce n'est pas de fondre le savoir des Africains dans le centre, mais c'est de décentrer le savoir. Et de se souvenir en fait qu'il y a l'académie, mais peut-être les espaces de savoir ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas à être les mêmes. Parce qu'il y a des pratiques de transmission de savoir qui se font tous les jours au quotidien et qui ne sont pas nécessairement des dispositifs comme ceux-là, où je serais assise devant vous en train de dire des choses et où certains seraient en train de me poser des questions dans un temps limité. Quand je fais un peu mémoire et je repars à mon enfance, je me souviens bien que à chaque fois que j'ai été avec ma grand-mère, c'était que des moments d'apprentissage. Parce que l'apprentissage ou les enseignements sont pratiques et pragmatiques. Ce n'est pas une question théorique. Ce n'est pas un moment où vous allez vous asseoir dans une salle et puis on va dire que X a dit ça à telle époque. C'est vraiment pratique. Et parfois même, lorsque vous lui posez une question, elle prend un temps fou avant de vous répondre. Mais en fait, le temps qu'elle prend avant de vous répondre, c'est un exercice de patience qu'elle vous inculque. Ce sont les symboles qui sont là, mais c'est une valeur que l'on doit reconnaître et que l'on doit pouvoir récupérer au sein de nos académies, parce que pour moi c'est une grande richesse. C'est une grande richesse de se dire, lorsqu'il y a un colloque où on appelle des intellectuels, comme on les appelle, mais un intellectuel n'a pas à être quelqu'un qui parle français. Un intellectuel peut être quelqu'un qui maîtrise la rhétorique du Wolof et dont on pourrait apprendre des choses. Parce que finalement, j'ai aussi su qu'il y avait des niveaux de langue dans nos langues africaines. Et que si vous n'avez pas la compétence linguistique requise, mais vous êtes complètement largué. Et donc là aussi, il y a savoir. Il y a des écrivains, il y a même des chanteurs dans des langues africaines. Si vous n'avez pas la compétence pour ça, vous avez beau parler Wolof, vous ne comprenez rien du tout. C'est que des rhétoriques et des métaphores impressionnantes. Mais il y a des niveaux de langue là-dedans. Comment on va faire en sorte que l'on respecte d'abord qu'il y a une démocratisation des espaces de savoir et que tout savoir n'a pas à circuler selon les modèles de l'académie eurocentriste. Je peux parfaitement me retrouver dans un corps de garde et là-bas c'est aussi le lieu de savoir. Je peux me retrouver dans une cuisine et là-bas aussi c'est un espace d'enseignement. C'est ça en fait la question ici. Il faudrait qu'on démocratise les lieux de reconnaissance institutionnelle. Et ça, ce n'est pas le débat de l'Europe, c'est notre débat en Afrique. On doit pouvoir se dire, oui c'est vrai, j'ai beau écrire des choses, mais lorsque je repars dans mon village, je suis une élève parmi tant d'autres, parce que j'apprends des choses qui m'échappent. Et parce que là-bas, ils sont les académiciens du savoir. Donc c'est ça en fait qu'on devrait pouvoir arriver à faire, et créer cet éveil chez l'Africain, pour qu'ils comprennent que le prisme de la neutralité ne peut pas se lire uniquement selon ce que dit l'Occident. Et ça c'est un travail de déconstruction au quotidien en fait. Voilà. Oui. Alors, je vais faire le porte-voix d'une remarque qui est parvenue par écrit d'un assistant de Camillien Victor. Donc, bonjour, merci pour cette excellente présentation. En fait, comment renommer les savoirs qualifiés d'expérientiels locaux alors que certains qui s'identifient au courant décolonial les utilisent parfois? Alors,
je dois déjà toujours rappeler que nous parlons en français. C'est pourquoi nous essayons de chercher des termes approximatifs pour dire ce que nos langues disent en réalité. Lorsqu'on dit savoir expérientiel, savoir locaux ou savoir endogène, je pense peut-être que c'est une volonté de dire ce que l'Occident ne nous a pas, en guillemets, inculqué, ce qui nous appartient. En fait, il y a ce sentiment d'appartenance ou de réappropriation lorsqu'on dit endogène, pour dire que ça c'est au-delà. Mais le problème reste entier, parce qu'un savoir qui est traduit n'est plus un savoir endogène, c'est un savoir traduit dans une autre langue. Et c'est ça la question ici. Le débat, ce n'est pas que l'on puisse tout le temps traduire nos langues, c'est que des gens qui ne connaissent pas nos langues les apprennent et qu'ils découvrent le savoir que cela héberge. Parce que tant que l'on traduira, on fera le jeu du centre, qui n'a pas à se compliquer la vie à comprendre nos langues, et pour qui on doit toujours servir de traducteur. Le but n'est pas de traduire. Le but, c'est que si on dit que c'est un savoir en Wolof, l'étudiant, il apprend Wolof pour pénétrer ce savoir-là. Là, il aura la version authentique. Mais si on doit faire l'exercice contraire, on est en train de faire une traduction qui, finalement, sera très biaisée. La preuve, c'est que si vous prenez une chanson en Wolof et vous la traduisez en français, vous aurez un débat sans fin. Parce que la sémantique, tout le monde trouvera qu'il y a des choses à redire, que vous n'avez pas tout à fait dit ce qu'il y avait. Il y a des choses qui restent en chemin, parce que c'est une traduction en fait. En plus, ce n'est pas une traduction intrasystémique, c'est pas intralingual, ça veut dire que c'est pas le français et l'espagnol qu'on traduit. Si je traduis manzana et je dis pomme, c'est à peu près le même élément. Mais là, on est dans des dimensions intersystémiques. Ce sont des systèmes différents. Vous partez de ce qui est, en guillemets, oral, à parfois des réalités qui n'ont rien à voir, mais que vous devez faire comprendre à des gens qui ne savent rien de ce que vous voulez dire. Donc, c'est vraiment des dimensions qu'il faut mettre en exergue. C'est pourquoi je trouve très intéressant le livre de la Nigériane, la sociologue, qui publie L'invention des femmes, parce qu'elle dit finalement que lorsque nous avons accepté que le genre était préconceptualisé comme l'ordre naturel des choses, alors que lorsque l'on va dans les langues africaines, les mots n'ont pas de sexe. À ce moment-là, d'où vient le genre? Il faut donc l'historiciser, parce que ça a plusieurs implications. Parce que même lorsque nous parlons, vous voyez par exemple le débat sur l'écriture inclusive, très franchement, moi ça me fait rire. Parce qu'en fait, dans les langues africaines, ce débat n'a pas lieu parce que les mots n'ont pas de sexe en fait. Parce que la question de la langue inclusive est une réalité que nous connaissons parce que nous parlons français. Et parce que le français a des biais de genre. Et donc ce sont des questions très importantes, c'est pourquoi nous devons connaître nos langues, continuer de les parler, pour qu'on se souvienne finalement d'où viennent les héritages que nous assumons parfois, parce que ce débat sur le genre en Europe est un débat finalement qui nous concerne aussi, parce que nous parlons français dans nos pays et parce que ces réalités nous rattrapent. Il faut. C'est que là, on a pris un peu de retard. Je suis désolée. On va arrêter cette. Merci beaucoup.